Hélène Buzetti, Alec Castonguay, Christian Dufour, bonsoir. 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 Bon, bien, c'est pas prêt de se régler. On vient d'entendre Mme Picard. Mme Lebel parle beaucoup d'organisation du travail. Là, vraiment, c'était son mantra depuis plusieurs semaines déjà. Elle dit même si on met plus d'argent, il faut organiser le travail différemment, sinon ça ne marchera pas. Et les syndicats parlent beaucoup d'argent. Hélène, ça tourne en rond. Est-ce que c'est normal à ce stade-ci ou là, il commence à être tard quand même? Ben oui, je serais très étonnée qu'on évite la grève. Écoutez, ce conciliateur qu'on nous nomme, je pense que c'est une volonté du gouvernement d'avoir l'air ouvert aux demandes syndicales, mais attendons pas de grandes percées avec ça. Je me faisais un petit peu expliquer que, bon, c'est un peu comme un médiateur, mais c'est surtout un facilitateur de communication. En tout cas, moi, j'ai interprété ça comme un peu un psychologue en thérapie de couple. Hein? C'est pour faire en sorte qu'on se comprenne un peu mieux, qu'on se parle de façon peut-être un peu plus constructive. Mais en bout de piste, comprenons-nous bien, c'est pas quelqu'un qui va venir qui va trancher dans le débat puis dire, bon, je coupe la poire à peu près en deux puis je donne un petit bout raison de ce côté-ci, un petit bout de raison à la partie syndicale. On n'est pas là-dedans. Alors, ça peut peut-être améliorer un peu la communication, encore que on me dit en coulisses que ça va pas nécessairement mal, mais j'ai l'impression là, qu'on va devoir aller au bout de l'exercice de la grève pour voir la prochaine étape de tout ça. Mais c'est quoi le bout? Parce que c'est illimité pour la FAE. Voilà. Il n'y a pas de bout, en fait. Parce qu'un peu de mettre la patience de la population à Voir l'épreuve. comment ça réagit. Voilà. Là. Alec. Voilà. Ouais, dans le cas de la FAE, ça va être intéressant parce que ça va mettre la patience de leurs propres membres à l'épreuve. Il n'y a pas de fonds de grève à la FAE. Hein? Alors, si ça s'étire pendant 2-3 semaines, il va y avoir de la pression aussi sur les dirigeants syndicaux. La FAE avait d'ailleurs réglé plus rapidement que la CSQ la dernière fois, lors des dernières négociations. Il n'y avait pas de front commun, par exemple. Mais bon, alors, oui, en fait, ce qui est plus inquiétant là-dedans, c'est pas tant le salarial, parce que je pense qu'il y a une marge de manœuvre au gouvernement. On pourrait finir par s'entendre ou alors avoir une loi spéciale qui probablement mécontenterait tout le monde pendant 2-3 semaines, mais ferait en sorte qu'à long terme, on est capable de vivre avec ça. Mais le fait qu'on ne s'entende pas du tout sur l'organisation du travail, autant dans le secteur de l'éducation que de la santé, ça, c'est compliqué. Ça ne se fixe pas facilement par loi spéciale. Il y a plusieurs syndicats différents d'impliqués. Le fait qu'on n'ait pas beaucoup progressé sur ce front-là me laisse entrevoir d'assez longs moyens de pression. Là. Ceux qui pensent qu'on va régler ça d'ici la fin de la semaine. Parce que moi, je ne fais pas partie du camp des optimistes. Là. Je pense qu'on a des moyens de pression à venir au moins jusqu'à la mi-décembre parce que présentement, on tourne en rond. Là. Et donc, c'est pas tant le salarial dont tout le monde parle qui est le vrai problème aux tables, c'est l'organisation du travail. Ouais, puis là, on est assez loin d'une entente. Là. C'est ce que répète Mme Lebel en disant c'est l'éléphant dans la pièce, plus de souplesse. Mais quand on dit plus de souplesse, ça se décline de 1000 façons. Christian. Ouais, je trouve qu'elle fait bien d'insister sur l'organisation du travail parce que l'argent n'est pas tout. Cela dit, ça fait du bien aussi de voir ces deux maîtresses femmes-là, en fait, qui expriment d'un côté la position gouvernementale et l'autre la position des syndicats. Ce qu'il y a de très inquiétant, par exemple, c'est la perspective d'une grève générale illimitée. Qui, à mon avis, n'est pas nécessaire et irresponsable. Moi, ça m'a frappé. Il y a deux syndicalistes retirés, mais qui ont beaucoup de crédibilité. Régent Parent, qui était le président de la CSQ, et Jacques Letourneau, qui était à la CSN. Régent Parent, dans une chronique du Journal de Montréal il y a quelques jours, Jacques Letourneau, dans un débat avec moi et Nathalie Normando, au 98.5, les deux ont dit à mots couverts, parce qu'ils ne voulaient pas faire une Catherine Dorion d'eux-mêmes, là. C'est dans les anciens syndicalistes, mais ils ont dit à mots couverts que ça les étonnait, une grève générale illimitée, que c'était prématuré et que c'était dangereux. Là, au point de départ, on peut dire que l'opinion publique québécoise semble favorable aux syndicats. Bon, puis c'est ajouté à ça les gaffes du gouvernement, donc que vous avez rappelé si gentiment Mme Lebel, entre autres dans le hockey. Mais ça peut virer vite, hein? Parce que quand il y a une grève, qu'il y a des inconvénients concrets pour les parents, puis pour les malades, le vent peut tourner. Et je trouve que c'est comme si la FAE, parce que c'est de ça dont on parle, ils ont l'air pompés. Ils ont l'air de vouloir de confronter le gouvernement. Et ça, c'est dangereux. C'est pas nécessaire. OK. Dernière question très, très, très rapide. Est-ce que la patience du gouvernement sera longue, selon vous, avant d'intervenir? Là, Noël, c'est dans quoi? C'est dans un mois. Hélène?
Bien, j'ai pas de boule de cristal. J'ai plutôt l'impression que cette patience, elle sera arrimée à celle de la population. Comme le disent mes deux collègues, si cette grève se poursuit, ce temps se prolonge et devient un irritant pour la population qui est obligée de rester à la maison, qui n'a pas de congé, bien là, peut-être que le gouvernement s'inspirera de ce manque de patience pour peut-être précipiter les choses avec une loi spéciale, par exemple. Alec, patience ou pas? À court terme, certainement. Il faut que les deux parties donnent soit à la population, soit à leurs membres la preuve qu'on négocie, qu'on essaie de trouver un terrain d'entente avant d'arriver aux moyens les plus musclés. J'ai de la difficulté à voir un temps des fêtes avec une grève générale illimitée. Me semble-t-il que ce serait compliqué pour le gouvernement, pour les syndicats aussi. Alors, probablement qu'on règle avant Noël, soit par loi spéciale, soit par entente négociée. Là. Christian, un mot. Oui, je suis assez d'accord avec ça, mais voyons quand même la bonne nouvelle, en guillemets, la nomination d'un conciliateur pour que le monde se parle. Parce que là, ça n'a pas l'air de se parler à ce point-là. Et je me répète, je trouve que ça ne vaut pas une grève générale illimitée. Là. Je veux dire, il y a des problèmes, il y a des conflits, qu'on discute, qu'on fasse des compromis. Et l'organisation du travail, c'est fondamental. Il n'y a pas juste l'argent. Très bien. Je ne le connaissais pas avant hier, moi. Marc-Antoine Dequoy. On le connaît, là. Là, on le connaît. Ça, c'était hier soir, puis ce matin, on écoute un plaidoyer senti après l'extraordinaire victoire des Alouettes sur le Français, absent dans la Ligue canadienne de football. On écoute. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, puis ça parlait juste en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man? Gardez-le, votre anglais. Parce qu'on va prendre ces coupes-là, puis on va ramener à Montréal, on va ramener au Québec, puis on va ramener chez nous. Parce qu'on est fucking champions! La CFL, c'est une ligue bilingue. Le Canada, c'est un pays bilingue. Puis je trouve qu'il y a un peu de manque de respect envers la langue française durant les cours de la semaine, surtout à Toronto. Puis tu regardes juste la game qu'on a jouée contre Toronto, la l'hymne nationale était seulement en anglais. Puis je pense que n'importe qui me connaît sait très bien qu'il n'y a aucune malice à ça, il n'y a rien de mauvais. C'est vraiment l'émotion qui m'a emparé de moi. Puis on peut vraiment voir un jeune homme emparé d'émotions qui est juste heureux de fêter, puis qu'il se fait dire après ça « Ouais, t'aurais dû te calmer ». Un jeune passionné, puis on peut comprendre, Alec, après une victoire, je le répète, extraordinaire, qui n'était pas prévue. Toronto la semaine dernière, Winnipeg hier soir, un conte de fées, des joueurs qui ont joué en équipe soudée. Là, il dit c'est assez, là, le Français, de se faire garder de haut. Là. Oui, puis Carl Pelado a dû être content de la sortie de son joueur en voyant ça. Écoutez, contre les Argonauts de Toronto la semaine passée, c'était une erreur. D'ailleurs, l'équipe aura effectivement dit que l'hymne national aurait dû être chanté dans les deux langues, comme elle l'est pour le Canadien de Montréal quand on va jouer à Calgary, à Vancouver ou à Toronto en temps normal. Quand deux équipes canadiennes s'affrontent, l'hymne national est dans les deux langues. La semaine passée, c'était une erreur. Dans le cas d'Hamilton, où l'affichage dans le stade était en anglais, il en a aussi parlé, bien là, c'est sûr que quand Montréal, même le Canadien, va jouer à Calgary, dans l'amphithéâtre à Calgary, c'est écrit en anglais. Là. Donc, c'est sûr qu'à Hamilton, c'était pas mal écrit en anglais. Est-ce qu'il pourrait y avoir plus de Français, faire plus attention, comme c'est la Ligue canadienne? Probablement. Mais là, il semble qu'il y avait beaucoup de choses qu'on mélangeait. Là. Le pauvre gars de TSN qui a fait une erreur dans le guide horaire puis qui a écrit Winnipeg plutôt que Montréal, qui affrontait, qui a écrit plutôt les Argonauts plutôt que Winnipeg. Et je disais, mon Dieu, je pensais pas devenir aussi célèbre parce que je me suis trompé dans le guide horaire de TSN. Ouais. Il y avait beaucoup de choses en même temps, mais disons que le plaidoyer senti pour le français, c'est jamais une mauvaise chose. Il soulignait un regard des gens qu'on porte parfois peut-être de haut. Christian, qu'est-ce que vous avez pensé? Bravo! Il n'y a vraiment pas à s'excuser d'une seconde. Ça fait du bien d'entendre ça. Puis c'est nous, on fait nos petites analyses, là. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est beaucoup plus puissant. Puis c'est une leçon pour tous ces francophones québécois, là, qui, lorsqu'ils sont confrontés à une situation inacceptable où on leur impose l'anglais, ils disent rien, puis après ça, ils rêvent d'indépendance, puis ils se plaignent. Ça fait que quand il y a des situations comme ça, quand il y a quelqu'un qui est francophone puis qui sort fort, bravo. Hélène?
Oui, bon, moi, je ne m'aventurerai pas sur le terrain du football, j'y connais pas grand-chose, mais je pense qu'il y a quelque chose un peu plus symbolique derrière tout ça, évidemment, ce qui démontre une certaine perte de vitesse aussi du français dans le reste du Canada. On le sent depuis quelques années que, à la faveur d'une de plus en plus grande diversité au Canada, on s'interroge sur la place qu'on accorde aux Français. On le voit beaucoup, par exemple, dans l'appareil fédéral canadien, où on commence à remettre en question, par exemple, les exigences de bilinguisme anglais-français en disant, bien voilà, mais c'est peut-être un frein à l'avancement des personnes issues de l'immigration ou des personnes autochtones qui parlent une autre langue, mais autre que le français. Alors, il y a quand même un changement dans le contexte canadien quant à notre posture, la façon qu'on voit le français. Et bon, ça s'est peut-être illustré comme ça de façon très imagée hier. Ah oui, eh bien, c'est sûr, il sortait d'un match avec l'adrénaline au plancher, au tapis, en haut. Il était passionné, bien sûr, qu'il y avait, Alec, vous avez raison de le souligner, il y avait beaucoup de choses étaient visées en même temps, mais on a senti bien, parce qu'en plus, les Alouettes se font regarder de haut, parce que c'est pas une équipe qui était favorite. C'était très fort, en fait, ça a sorti, puis il n'y a pas à s'excuser, parce que les Québécois, souvent, on fait tellement attention. Bon, qu'est-ce que les gens vont dire? On ne veut pas déplaire. Il n'était pas là-dedans, il était juste dans la pulsion. En tout cas, moi, comme vous voyez, moi, bravo. Hein. Parfait. Votre congrès du Parti conservateur du Québec, M. Duhem a reçu un 77,5. Je vous montrerai tout à l'heure des scores de chefs dans l'histoire. On va l'écouter, puis on revient. Je m'attendais pas à moins que ça de votre part. Après tout, nous autres, là, les conservateurs, moi le premier, on est des rebelles. Les dociles et les obéissants sont au congrès de la CAQ puis ils disent « Oui, Monsieur Legault » puis ils agissent comme des robots. Ben moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Je vois ça comme le fait qu'on est rendu un grand parti démocratique. Alors, tour de table, le congrès du Parti conservateur du Québec lui-même reconnaît, crise de croissance, il y avait des objectifs peut-être démesurés. Hélène, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Bien, je trouve pas ça catastrophique comme résultat. Évidemment, c'est pas éblouissant, c'est certainement frustrant, mais c'est pas catastrophique non plus. Il faut comprendre que lors de ces votes de confiance, les militants posent un jugement par rapport aux attentes qu'ils avaient. Et dans ce cas-ci, évidemment, ils avaient l'impression que enfin c'était leur heure. Le parti qui était très, très marginal avant, ils avaient l'impression qu'il avait le vent dans les voiles, que des élections de députés étaient possibles. Et là, il s'est rien passé. On se retrouve finalement, oui, peut-être avec un score électoral plus élevé, mais le score parlementaire, lui, demeure le même. Alors, ça me fait penser un peu à Thomas Mulcair en 2016, chef du NPD, qui s'était fait montrer la porte. Il n'avait même pas le choix. Il avait obtenu un score trop bas, alors que, objectivement, il avait porté ses troupes au deuxième meilleur résultat électoral de l'histoire du parti. Alors, vous voyez, c'est par rapport aux attentes qu'on mesure ça, mais je trouve pas ça catastrophique. Et dans la mesure où le chef dit, bien, je reste à l'écoute et je vais m'adapter, eh bien, ça peut être un moment de reconstruction. Il ne faut pas nécessairement toujours tout démolir dès lors qu'on a moins de 95 %. Oui, très bien. Alec? Bien, il est très habile, Éric Duhem. Il a réussi à faire d'un mauvais score, soyons honnêtes, une ligne efficace en disant « On est un parti de rebelles, je suis content que vous m'ayez donné 77 » Je croyais rêver. Là, il y a une marge quand même entre le 99 % de François Legault et de Paul Saint-Pierre Plamondon et un 77 % Je rappellerai que Bernard Landry avait quitté la tête de son parti à 76 Alors, on n'est pas très loin des mauvais résultats. Je pense que dans le fond de lui, il est un peu déçu. Ça a dû lui faire un pincement au cœur. Sans viser 95 je pense qu'il aurait espéré au moins avoir la barre des 80 Et moi, j'ai regardé ça en trouvant un peu ingrat, en fait, les militants du Parti conservateur qui, dans le fond, il les a sortis de la marginalité carrément, Éric Duhem. C'est un parti qui faisait moins de 2 aux élections, dont on ne parlait jamais. Ils ont obtenu 13 aux dernières élections. Ils sont passés à 630 voix de faire élire 2 députés, Beauce-Nord, Beauce-Sud. C'est les voix qui leur manquaient dans ces 2 circonscriptions-là, 630 à peine. Et là, on lui donne 77 mettons que c'est sévère. Je comprends ce qu'Hélène dit. C'est vrai que les attentes étaient élevées, mais c'est quand même sévère. Si lui, demain matin, quittait, là, tout le monde retourne dans l'anonymat là, au Parti conservateur du Québec. Alors, j'ai trouvé que c'était quand même sévère de la part des militants. Je vous montre un tableau, vous l'avez vu apparaître. C'est le score qu'ont eu des chefs. M. Legault, 99. Paul Saint-Pierre Plamondon, 99.
Lucien Bouchard, un fameux samedi soir à Québec, 76,7, il avait failli démissionner. Il était en colère, était parti. Il était revenu le dimanche, puis ça s'était un peu rafistolé. Bernard Landry, vous l'avez dit, il a démissionné le soir même, le samedi. Il l'a regretté après. Thomas Mulcair, bien là, c'était vraiment épouvantable. Voie de sortie. Puis Martine Ouellette, on l'a mis 32. Alors, Christian, qu'avez-vous pensé, vous, de ce score et de la fin de semaine? C'est vrai que Bernard Landry l'avait regretté jusqu'à sa mort, en fait. Je veux dire, de partir. Je pense que c'est pas mauvais pour Éric Duhem. D'abord, on parle du Parti conservateur, ce qu'on faisait plus depuis plusieurs mois. Et puis, j'ai écouté ce midi l'émission de radio d'Alec Castonguay avec Hélène, et j'ai trouvé ça assez sympathique de voir qu'ils avaient de la sympathie pour Éric Duhem. En fait, Alec vient de le dire. Hein, il trouvait que les troupes d'Éric Duhem étaient assez ingrates à son égard. Donc, c'est pas nécessairement mauvais pour lui. Ils sont dans le creux de la vague, en fait, ce parti-là, parce qu'ils n'ont pas eu de députés. En plus de ça, l'élection, ça fait 1 an. Et depuis 1 an, c'est plutôt le PQ qui a fait parler de lui dans le fait qu'il a dépassé Québec solidaire. La prochaine élection est encore assez loin. Donc, moi, je trouve qu'on fait parler d'eux. Ils sont encore là. Puis moi, j'ai fait mes petites vérifications après-midi. On m'a dit qu'un des problèmes d'Éric Duhem, c'est qu'il y a une petite gang, en fait, très radicale, qui est restée accrochée beaucoup à la pandémie, là, des complotistes, là, le côté sanitaire. Qui veulent... Il y a ça qui est en cause aussi, alors que le Parti conservateur, en fait, qui a encore des scores intéressants, ne veut pas être perçu juste comme un parti associé à la pandémie et au radicalisme de ce style-là. C'est votre nouveau truc pour parler plus longtemps. Vous enlevez votre oreillette. Vous ne m'entendez plus. Je vous entends, c'est pas excusez. grave. Tout va bien. Oui, il y a des gens qui voulaient qu'ils ne fassent plus d'entrevues dans les médias traditionnels. Alec et Hélène, c'est le petit groupe dont parle Christian, là. Alec. Oui. Ou Hélène. Oui, puis là-dessus, Éric Duhem a bien fait de ne pas céder. Là. Et effectivement, si on veut être un vrai parti institutionnel, il faut faire des entrevues dans les médias. Donc, si c'est le prix à payer pour avoir 77 il l'a bien fait. Mais je pense quand même qu'il aurait souhaité avoir un 5-6 de plus pour dormir un peu mieux ce soir. Oui, Hélène, il ne peut pas accepter tout ce qu'on lui demande, là. Non, exactement. Bravo à lui de ne pas jouer le jeu qu'on lui demande de jouer. Mais je reste quand même très pessimiste pour ce parti qui a fait sa popularité avec la colère sanitaire et cette colère s'essouffle et il n'est pas capable de la réactualiser dans d'autres discours. Parce que cette colère sanitaire était soi-disant portée par un désir de liberté et ça s'appliquerait dans d'autres situations. On ne les entend pas parler là-dessus. Hélène, Alec, Christian, merci beaucoup. Bonne semaine, bon lundi soir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.